Donc, l'interprétation en anglais et en français est fournie en français et vous devrez cliquer sur le petit globe pour entendre l'interprétation en français. Nous enregistrons ce webinaire et vous pourrez accéder aux vidéos ensuite. Les diapositives seront partagées dans la fenêtre de conversation et veuillez poser toutes les questions que vous avez dans la partie Q&A. Et si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez le signaler dans la fenêtre de discussion. Et si vous souhaitez suivre nos activités, veuillez vous inscrire à la Concept Foundation. Je vais maintenant donner la parole au coprésident du groupe de travail, Monsieur Ben Light. Ben, c'est à vous. Merci beaucoup, Spring. Ces webinaires qui ont été organisés par le groupe de travail, le groupe de travail IWINI sur les produits de santé et ses coprésidents. Pour rappel, le groupe de travail des produits de santé sont coprésidés par l'OMS, l'UNICEF, représenté par Francisco Blanco, Unitech, qui est représenté par Jeff Smith, et la FNUAP, qui est le groupe de travail œuvre avec des partenaires qui cherchent à dresser un tableau de comment fonctionne un système qui marche bien. Et lors de la conférence de Nairobi qui aura lieu sur les médicaments destinés aux femmes et nouveau-nés, cette image générale qui vous montrera ce qui est disponible permettra à nos nombreux partenaires d'œuvrer, surtout au niveau national et infranational. Ceci permettra de remédier à la fragmentation qui existe entre nos différentes activités. C'est pourquoi ce webinaire constitue un pas en faveur d'une meilleure intégration de nos activités. Aujourd'hui, nous traitons des questions de qualité ou du manque de qualité et qui posent des difficultés. En tant que communauté, il est indispensable de joindre nos efforts pour que les dispositifs et médicaments destinés aux mères et à leurs nouveau-nés soient sûrs, efficaces et accessible. Et c'est pourquoi je vais donner la parole à Lester qui travaille à la Concept Foundation. Lester, je me souviens que nous parlions de ces questions déjà en Allemagne dès 2009. Depuis lors, nous avons réalisé beaucoup de progrès, mais comme vous allez l'entendre, il reste encore beaucoup de choses à faire. Merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais remercier le groupe de travail IWINI et ses coprésidents de m'avoir invité, ainsi que la Concept Fondation. Aujourd'hui, nous allons explorer la question de la qualité des produits de santé maternelle et néonatale. Pour rappel, voici quelques exemples de cas où les produits de santé maternelle et néonatale peuvent présenter des défaillances. L'ocytoxine qui ne prévient pas l'hémorragie postpartum, l'aspirine qui ne prévient pas la prééclampsie ou encore des antibiotiques qui ne parviennent pas à traiter la septicémie néonatale. Mais il y en a bien d'autres. Et comme le mot accès, la qualité est un terme
important. On parle de qualité inférieure, d'autres termes. Mais que voulons-nous dire par produit de qualité inférieure? Le processus de fabrication d'un produit de qualité et le maintien de son qualité se définissent par trois principes fondamentaux: la sécurité, l'efficacité et la cohérence. La sécurité tout d'abord. Un médicament peut être considéré comme sûr lorsqu'il contient la quantité correcte de principes actifs et aucune substance nocive. Les médicaments destinés à la santé maternelle et néonatale, comme la plupart, peuvent contenir des impurités s'ils ne sont pas gérés correctement, qui proviennent de réactions chimiques qui se produisent pendant la fabrication. Ceci peut entraîner un effet nocif du médicament ou un sous-dosage des médicaments eux-mêmes qui ne marchent plus comme il faudrait. L'ocytoxine ainsi que le misoprostol et d'autres sont susceptibles de présenter ce type de problème de qualité. Maintenant, l'efficacité. Un médicament peut être considéré comme efficace lorsqu'il agit toujours comme prévu et produit l'effet clinique souhaité. La majorité des médicaments destinés à la santé maternelle et néonatale sont des médicaments génériques hors brevet commercialisés depuis des décennies. L'ocytoxine, par exemple, a été développée en 1955 par Sandoz et commercialisée sous un autre nom. Sandoz a soumis ce médicament à des essais cliniques et l'a testé sur des milliers de femmes. En revanche, les médicaments génériques ne sont pas soumis au même processus d'effet clinique. Si cela a permis un accès beaucoup plus large aux médicaments dans le monde entier, il y a un certain niveau de risque et donc il faut comparer les données entre les produits que nous produisons et les produits qui étaient produits par euh, Sandoz. Parlons maintenant du principe de cohérence, de régularité de son impact sur la qualité d'un médicament. Si les données cliniques sur la sécurité et l'efficacité nous montrent qu'un médicament est sûr et efficace, cela ne suffit pas pour garantir une qualité constante à chaque lot de fabrication. Pour ce faire, pour garantir une qualité constante, chaque fois que ce produit est administré à une mère ou à un nouveau-né, nous devons nous assurer qu'il est fabriqué toujours de la même manière, selon les mêmes normes de qualité. Donc, trois déterminants de la qualité: sécurité, efficacité, cohérence en matière de fabrication. La fabrication est très importante en matière de médicaments et la sécurité ne peut être l'innocuité et la sécurité du médicament ne peuvent être garanties que si les normes de qualité sont respectées à toutes les étapes du parcours du médicament. Je vais donc préciser avant de poursuivre que les termes assurance qualité, préqualification, surveillance réglementaire et surveillance post-commercialisation sont tous dépendants de ces trois mêmes principes, mécanismes qui nous permettent de garantir l'efficacité d'un médicament chaque fois qu'il est utilisé. Cette diapo est une simplification du trajet que suit le produit pharmaceutique en gardant à l'esprit la régularité. Et ceci à toutes les étapes de la production du médicament, de l'usine au patient. Euh, Comme nous l'avons dit antérieurement, la fabrication suppose qu'il doit y avoir des tests, des essais qui sont effectués extrêmement régulièrement. La réglementation doit être effectuée par les autorités gouvernementales ou un organisme de réglementation.
Et donc, si les médicaments ne sont pas évalués correctement, des médicaments de mauvaise qualité risquent d'entrer sur le marché. Enfin, si les euh, patients et les prestataires ne sont pas conscients de la facilité avec laquelle la qualité peut être compromise au long de la chaîne d'approvisionnement, ces produits ne peuvent pas jouer leur rôle. Nous partageons la responsabilité d'acquérir la confiance des utilisateurs. Il faut un suivi constant, une redevabilité, et il nous incombe de donner confiance aux consommateurs. Avant d'approfondir le contexte de ce webinaire, je voudrais souligner qu'il existe de nombreux facteurs qui affectent la qualité. Dynamique des marchés, fragmentation des marchés, tarification, distribution, l'environnement politique exactement. Euh, Car cet environnement n'est pas toujours très clair. L'environnement naturel et les climats difficiles auxquels sont confrontés de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, afin que le mode de financement des soins de santé et des médicaments. Et ceci donc dépasse les frontières et a une ampleur internationale. Comme je l'ai dit, je vais mettre l'accent sur les trois principaux moteurs de la qualité: la fabrication, la réglementation, la surveillance post-commercialisation. Nous avons trois experts qui représentent chacun de ces trois moteurs et qui pourront nous éclairer sur chacun de ces sujets. Et donc, ceci nous permettra de réduire les défaillances en matière de qualité. J'aimerais terminer en soulignant que cette lacune en termes de qualité commence petit à petit à se réduire et que ces progrès ne pourront être durables qu'avec une amélioration continue des efforts d'harmonisation et une collaboration entre les principales parties prenantes qui sont les moteurs de la qualité. Nous avons besoin de continuer à renforcer les normes de fabrication et renforcer la capacité au niveau des fabricants locaux et régionaux. Nous devons continuer à renforcer les capacités réglementaires régionales et nationales, notamment les efforts déployés dans les Amériques par l'OPS en renforçant la surveillance et le contrôle de qualité au niveau des laboratoires, avec la formation de la nouvelle agence pour les médicaments en Afrique et les progrès réalisés par l'harmonisation pharmaceutique de l'ASEAN afin de rendre plus efficaces les réglementations transfrontières. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci Lester. La qualité dépend donc de la sécurité, de l'efficacité et de la surveillance à toutes les étapes. Je vous remercie de ces exemples de progrès qui ont été accomplis. C'est très encourageant. Et cela nous motive encore plus dans nos efforts. Quelquefois, les choses ne se passent pas exactement comme on l'aurait souhaité, même si nous essayons de le faire. Et la vidéo que nous allons regarder maintenant et partager avec vous vous montrera l'exemple d'un essai, l'essai dit émotif, qui a été préparé. Et vous allez entendre le docteur George Wako de l'expérience du Kenya comme exemple de ce qui s'est passé dans 5 pays de la région. Je donne la parole à l'équipe production pour qu'il s'occupe de nous connecter avec la vidéo du Dr Wako. Spring, malheureusement, nous avons quelques difficultés techniques. Nous allons passer à l'étape suivante comme prévu et après la discussion de panel, nous reviendrons à la présentation vidéo. Pas de problème. Nous avons presque 200 personnes qui participent au webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux, ravis même de votre enthousiasme pour ce sujet très important.
Et avant de démarrer le webinaire, et que nous vous ayons invité à vous inscrire, nous vous avons demandé ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à garantir la qualité des produits de santé maternelle et néonatale. Et vous avez répondu, et la diapositive va apparaître à l'écran. Vous avez résolument parlé de sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la réglementation, l'équité, l'efficacité, des prix peu onéreux, la formation des marchés et d'autres éléments déjà soulignés par Lester et dont nous allons parler. Votre point de concentration nous donne un excellent point d'accès à la discussion de notre panel qui va se dérouler avec trois experts qui nous apportent des perspectives du point de vue de la surveillance post-marché, de la réglementation et de la fabrication. Nous allons commencer par Monsieur Ngoswana qui se joint à nous euh, et, et qui s'occupe de la fabrication. Skombuzo, pourriez-vous nous parler de votre expérience quand la manière dont la fabrication fonctionne? Vous avez vu des produits de faible qualité en Afrique. Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour renforcer la qualité? Je vous remercie, Spring. Merci aux organisateurs de l'invitation à cette réunion des plus importantes. Je crois que la première chose dont j'aimerais parler, c'est parler du fait qu'il y a en fait très peu de produits qui sont fabriqués sur le continent. La plupart viennent de l'extérieur. Il y a quelques développements récents au niveau de l'oxytocine, par exemple, et ce qui veut dire que ça change légèrement la situation. Nous savons que la surveillance et post-marché sont essentielles pour la qualité. Nous sommes confrontés à un grand nombre de défis qui sont que nos régulateurs ne sont pas forcément suffisamment bien formés pour assurer les inspections. Bien souvent, il y a 30, 40 au maximum, 100 personnes qui sont censées inspecter des centaines d'installations de transformation dans le monde. Le résultat, c'est qu'ils ne peuvent visiter les différentes usines qu'une fois tous les 5 ans. La qualité des produits va bien entendu ne pas être surveillée de la même manière. Euh, Comme on l'a vu dans les sondages de qualité qui ont été effectués, dans un des cas, 84% des réponses disaient que l'oxytocine n'était pas de bonne qualité. Donc, pour ce qui concerne les produits fabriqués localement, euh, il y a eu une amélioration au niveau de la production dans un grand nombre de pays, mais ceci grâce à des investissements, des interventions, des différents processus, le travail d'autres partenaires tels que l'USP, mais en raison du fait qu'il fonctionne suivant des plans un peu obsolètes, le résultat, c'est que les équipes, les systèmes de ventilation, les conditions de travail, les usines elles-mêmes sont obsolètes, ont besoin d'être modernisées, remises à niveau. Tout ceci a un impact sur la qualité. Bien sûr, il y a d'autres questions telles que le manque de ressources humaines et financières et le manque d'accès aux ressources en capital. La qualité coûte cher et elle exige des investissements à plusieurs niveaux, étant donné les défis au niveau de la mobilisation des capitaux. Bien souvent, il est impossible de monter le long de la chaîne de production. Comment atténuer ce problème? Eh bien, tout d'abord, il faut avoir du capital qui soit disponible à des coûts raisonnables pour les fabricants. Il faut continuer avec les différents programmes d'assistance technique et on voit le travail que fait l'USP en la matière. Il a été annoncé un certain nombre de projets plus brefs, autant d'éléments qui aident à améliorer la qualité du niveau, l'amener au niveau auquel il faut fonctionner. Il y a l'exemple du Ghana,
où les USP ont beaucoup investi dans des mini-laboratoires, par exemple, pour aider le régulateur à assurer une réglementation plus efficace du marché ou la surveillance post-lancement sur le marché des produits qui arrivent dans le pays. Il y a une amélioration, donc, mais cela ne suffit pas. Il y a différentes questions qui se recoupent de manière multisectorielle et voilà quel est le résultat. Je vous remercie. Je voudrais revenir sur cette question du capital de patient, mais avant, j'aimerais revenir sur un autre point que vous avez soulevé, le besoin de la formation du régulateur. Charles, vous vous joignez à nous de l'ODA NEPAD qui a joué un rôle d'importance critique pour essayer d'accélérer les trajectoires réglementaires sans remettre en cause la qualité grâce à l'effort d'harmonisation réglementaire des médicaments en Afrique et le soutien de l'établissement de l'AMA, il reste quand même des règlements, des goulets d'étranglement au niveau réglementaire et ce qui retarde les processus d'enregistrement et d'accès. Et qu'est-ce qui peut permettre de résoudre les problèmes au niveau des mécanismes de fiabilité? Merci Spring, très bonne après-midi, très belle journée à tous nos participants, d'où qu'ils et elles soient avec nous aujourd'hui. Je suis très fier de faire partie du panel au nom de l'AUNEPAD pour ce qui concerne la question des difficultés à ce niveau. Je crois que nous avons vu déjà un certain nombre de progrès réalisés sur le continent pour veiller à ce que des médicaments de bonne qualité arrivent entre les mains de nos patients. Mais il y a des contraintes, des obstacles. Mais il y a des questions de fragmentation qui ont un impact sur la qualité pour ce qui est des contraintes en termes de formation et de compétences. Nous sommes conscients de ces contraintes et nous sommes conscients aussi des compétences qui sont nécessaires et d'avoir du personnel expérimenté, ce qui n'est pas facile. Pour ce qui est des capacités techniques, la plupart des NRA qui ont besoin de renforcer les infrastructures informatiques, leur connaissance des technologies numériques. Il faut aussi améliorer l'équipement laborantin pour les médicaments et produits médicaux et périmédicaux. Il y a la question de la soutenabilité, la durabilité des ressources. Lorsque l'on examine toutes ces questions, nous voyons que le régulateur est confronté à des difficultés considérables et aussi au niveau de la manière dont les fabricants soumettent leurs demandes, leurs problèmes d'infrastructure et tous les différents aspects des contraintes. Certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux arrivent à trouver des solutions, notamment par le biais de l'harmonisation, qui est ce qui a débouché sur le lancement de l'initiative d'harmonisation en 2009 et la création de l'AMA peu après. Aujourd'hui, nous commençons à aborder la transition de l'initiative MRA à l'AMA. Grâce à cette initiative MRA, je crois que nous pourrions en prendre un instant pour saluer les résultats qui ont été obtenus grâce à la MRA et les points fondamentaux ont insisté sur notamment l'harmonisation pour aligner les connaissances, les enseignements tirés, les normes à appliquer, avoir des législations modernes mises en place qui ont servi de
fondation à tout ceci. Au niveau du renforcement des capacités par le biais de différentes initiatives, l'on a combiné le NAAM et enfin, et non des moindres, la collaboration entre toutes ces agences grâce à différentes initiatives par le biais de différentes organisations. À ce stade, je crois que c'est en fait ce qui nous permet de continuer à progresser. Je vous remercie infiniment, Charles. Je dois maintenant donner la parole à Edward, qui se joint à nous du Conseil des poisons et des produits pharmaceutiques du Kenya. Nous savons qu'il y a besoin d'une harmonisation, d'une formation. Pourriez-vous nous donner une idée, Edouard, de votre point de vue, des principaux obstacles à la détection systématique de produits de santé maternelle et néonatale qui sont falsifiés ou inférieurs aux normes, et quels sont les risques pour la santé, les marchés et les systèmes en cas de sous-financement de la surveillance? Je vous remercie, Spring. Permettez-moi de vous faire part de mon expérience en matière de surveillance des produits MNH. Ce dont nous parlons maintenant, les produits pour la santé maternelle et néonatale sur les marchés. Il s'agit d'une opération très coûteuse qui exige beaucoup de ressources, tant au niveau du régulateur que du ministère de la Santé et des laboratoires où ces produits sont testés. Il y a tellement de facteurs qui remettent en cause la capacité de détection de ces problèmes sur le marché, notamment en particulier le manque de capacité. Si un laboratoire ou un régulateur ne dispose pas de capacité suffisante pour procéder à la détection, le problème s'aggrave. Vous vous en rendrez compte, un grand nombre de régulateurs n'ont pas reçu la qualité des ressources qu'il leur fallait en termes d'équipement, de financement, pour pouvoir s'acquitter régulièrement de ses responsabilités. Un grand nombre sont lourdement tributaires des bailleurs de fonds et cela représente des responsabilités considérables pour eux. Et puis, il y a d'autres difficultés. Les pays dans les différentes régions ont où ces médicaments sont fournis, on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui sont très froids, d'autres qui sont très chauds. La manière dont ces produits sont manipulés, si les agents de santé ou les utilisateurs ne prennent pas bien soin de ces médicaments, regardez le cas de l'oxytocine, par exemple, ça devient un gros problème. Je me souviens que dans certains pays, il y a eu des problèmes au niveau de l'oxytocine stockée à la température de la pièce. La température de la pièce à côté des montagnes, par exemple, c'est très froid. Ce n'est pas le cas dans d'autres régions. Donc, il faut préciser les températures parce que sinon, il peut y avoir un malentendu au niveau des conditions. Et si les conditions ne sont pas respectées, la qualité du produit peut être compromise. Il y a aussi la collecte des données, leur utilisation pour l'imposition des règles et les défis que cela pose. On s'aperçoit qu'il n'existe pas de système robuste d'un pays à l'autre qui permette au pays de faire rapport de manière harmonisée quant aux produits de santé maternelle et néonatale de mauvaise qualité auprès du régulateur pour que le régulateur intervienne. Ces rapports, lorsqu'ils arrivent, sont difficiles à analyser et le régulateur doit avoir suffisamment de ressources à sa disposition pour agir immédiatement pour éviter qu'il y ait un accès continu à ces produits. Donc, comme je l'ai dit, il est nécessaire de mettre en place une intégration régionale. Si un
produit est détecté comme étant de qualité inférieure, ce produit risque d'aller dans un autre pays, ce qui posera des problèmes. C'est pourquoi les pays peuvent partager entre eux quels sont les produits qu'ils ont détectés comme étant de qualité inférieure afin de protéger les patients. Si ceci ne se produit pas, nous ne pourrons pas avoir de produits qui préservent la santé des femmes ou les traitent correctement. Et donc, tous nos objectifs ne sont plus atteints, puisque ceci crée également une concurrence déloyale sur les marchés où nous cherchons à fournir des produits de qualité. C'est pourquoi il faut investir dans la qualité de ces produits. C'est pourquoi, parce que c'est des produits de qualité inférieure, ne détournent le marché. Et de ce fait, les personnes qui consomment ces produits n'ont plus confiance dans ces mêmes produits. C'est pourquoi il nous faut œuvrer de concert afin d'assurer que femmes et nouveau-nés aient accès à des produits de qualité. Ce que vous dites ici semble concerner des investissements à des niveaux adéquats et sur le long terme, n'est-ce pas? Vous avez parlé du capital patient. Que voulez-vous dire par là et en quoi ceci contribue-t-il à améliorer la chaîne de production et la qualité? Veuillez mettre votre micro, s'il vous plaît, pour répondre. Je vous prie de m'excuser. Si vous regardez les sources de financement, et c'est comme d'habitude, ce sont des mécanismes de financement des entreprises, des emprunts auprès de banques commerciales qui nous font payer des taux d'intérêt euh, extrêmement élevés. Et comme il s'agit d'un investissement qui requiert beaucoup de capital, il faudrait trouver une solution ici. Euh, si- Entre la conception, la construction des sites de production, le développement, on a besoin de 2 à 2 ans et demi. Si on a un peu de chance, on aura des capitaux sur 2 ans et les intérêts, là aussi, sont extrêmement élevés. Donc, ce que nous souhaitons est que l'on tienne compte des nuances qui existent au sein de l'industrie pharmaceutique. Il faut comprendre que entre les investissements et les ventes, il y a du temps qui s'écoule et il y a des pays qui ont davantage de difficultés. Donc, c'est difficile pour les bailleurs de fonds de participer. Et les banques commerciales nous accordent des prêts à des taux très élevés parce qu'ils considèrent que le risque est trop élevé. Si nos gouvernements utilisaient investissaient dans les entreprises locales, ceci nous permettrait d'attirer des investisseurs sur 5 ans, puisque ces entreprises seraient garanties par l'État. Par exemple, en Éthiopie, une entreprise peut dire, le gouvernement dit, je vais investir dans tel produit, dans telle technologie, j'ai besoin de produire tel ou tel produit. Et donc, le capital patient, comme on appelle cela, met du temps à émerger parce que les bailleurs de fonds veulent des résultats un peu trop rapidement. Et donc, il faut être patient et donc, il faut que les gouvernements fournissent, offrent des incitations. Et ceci est le cas de nombreux pays sur le continent.
C'est très important. En effet, c'est une dimension importante. Charles, pour revenir à vous, ma question concerne davantage le renforcement de- des capacités réglementaires du système. Vous avez dit ce qu'il devrait se produire ou ce qui est en train de se produire au niveau du continent. Quand on pense à des partenariats, et à l'impact engendré par vos efforts, que peuvent faire mieux les partenaires internationaux pour vous aider? Et voyez-vous des voies de coopération avec des fabricants ou des régulateurs pour avoir enregistré des progrès? En ce qui concerne la collaboration, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de collaboration entre pays et organismes internationaux, par exemple la MRH et l'organisme des produits médicaux africains. Ce qu'il faut faire, c'est élargir la coopération, élargir les compétences. Les pays entiers se servent des outils de l'OMS pour, euh, euh, pour pouvoir avancer. Donc, il faut poursuivre cette collaboration, l'évaluation des procédés, des procédures employées pour évaluer les plans de développement des différentes autorités du médicament des différents pays. Et il faut savoir quel devrait être le rôle des communautés économiques. Nous, lentement mais sûrement, avançons et commençons à déterminer la façon dont ces euh, communautés jouent un rôle. Elles ont une expérience dans d'autres domaines que le médicament et elles commencent à partager leurs mécanismes d'organisation et de travail. Nous sommes également en train d'amplifier les centres régionaux du médicament et les questions liées aux personnes commencent à être partagées. Donc, ce qui ressort de cette collaboration et de cette coopération est que la commission technique de la MRH euh, a déterminé que, en termes de qualité, il y a une amélioration. Euh, Suite au forum sur la qualité des médicaments en Afrique de 2017, euh, qui avait été précédé par le forum de 2009. Donc, l'harmonisation du contrôle qualité des produits médicamenteux sur le continent, ainsi que l'amélioration de la coopération entre les différents pays africains, euh, ça va mieux et progresse dans la bonne direction, et ce qui nous permettra d'obtenir une assurance qualité meilleure. Toutes ces initiatives ont été couronnées de succès jusqu'à présent et c'est une initiative que nous devons poursuivre au sein de l'organisme des produits médicamenteux de l'Afrique. Oui, je pensais, Edouard, à votre expérience au sein de la communauté des pays d'Afrique de l'Est et de l'IGAD. Pouvez-vous dire
quelle surveillance post-commercialisation a été entamée afin de pouvoir améliorer les capacités réglementaires? Et est-ce que vous pouvez nous dire également, dans les systèmes d'approvisionnement, à quoi ressemble le panorama en Afrique de l'Est? Nous savons tous que la surveillance post-commercialisation coûte très cher et que les autorités de réglementation n'ont pas les ressources financières nécessaires. Il est donc très important d'appliquer un système fondé sur le risque et de l'utiliser là où il y a les plus grands risques. On fait un suivi plus précis des produits médicaux. Donc, on suivi d'où ils viennent, où ils sont utilisés, quelles sont les populations qui s'en servent. Euh, donc là, ici, nous parlons des mères et de leurs enfants. Et il y a un système en ligne qui permet de faire un suivi du lieu où les produits ont été vendus. Donc, un système fondé sur le risque où on examine les différents risques qui sont liés aux produits, mettre en place un protocole de surveillance post-commercialisation et donc cibler le suivi là où les risques sont les plus élevés. Donc, voir comment nous pouvons nous concentrer sur les lieux où il y a les risques les plus importants. Donc, une surveillance post-commercialisation basée sur le risque nous semble la meilleure voie selon laquelle procéder actuellement. Il faut également étudier les produits qui ont fait l'objet de plaintes dans différents pays et recueillir des informations concernant la sécurité ou les plaintes concernant la mauvaise qualité de ces produits afin d'étayer mieux notre surveillance post-commercialisation. Et ceci peut produire de très bons résultats. Euh, et ceci peut permettre d'assainir le marché, de fournir de meilleurs produits. La surveillance post-commercialisation doit jouer un rôle de suivi et doit être liée au- aux réglementations. Et s'il y a un problème avec la qualité, c'est la surveillance post-commercialisation qui va le euh, détecter. Donc, parce que le produit ne répond pas aux normes qui avaient été prévues. Le renforcement des fonctions réglementaires est donc essentiel pour que l'on dispose d'une méthode soutenable de mettre en œuvre la surveillance après lancement sur le marché. Cela ne dépend pas simplement des investisseurs extérieurs. Il faut que le gouvernement s'implique. Nous avons parlé de l'harmonisation, de l'intégration. Tout ceci est très important afin qu'il soit possible de surveiller de manière adéquate tout ce qui se passe à l'intérieur des frontières, au-delà des frontières, ce qui traverse les frontières. Le régulateur doit en outre être transparent et fournir une rétro-information, un feedback pour que les gens puissent continuer à suivre pour s'assurer que ce sur quoi ils font rapport débouche sur des recommandations qui sont suivies et que les gens soient tenus responsables le cas échéant lorsque cela est nécessaire. Il faut aussi renforcer la capacité des fabricants locaux et que tout ce qui est effectué leur soit également transmis. Je vous remercie. Merci. J'aimerais revenir sur ce dernier point, puis je vais passer aux questions du public, parce qu'en dépit de ce que la technologie nous est
aider aujourd'hui dans l'organisation de cette réunion, ce n'est pas tout. La technologie va nous aider au niveau de la transmission des informations concernant le stockage, l'amélioration, etc. Il y a un certain nombre de questions dans le public pour savoir ce qu'il en est de l'application de la technologie aux produits, y compris l'intelligence artificielle, pour améliorer les communications, les produits, leur qualité et faire face aux difficultés auxquelles nous nous heurtons, notamment les gens qui essaient de prendre des raccourcis. Comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée? Est-elle utilisée pour résoudre certains de ces défis? Qui souhaite se lancer ou dois-je en désigner un d'office? Monsieur Abouao, la technologie, l'intelligence artificielle vont jouer un rôle très important. Laissez-moi donner l'exemple d'un pilote au niveau des fonctions des réglementaires utilisant l'intelligence artificielle, notamment pour l'octroi des autorisations nécessaires pour les médicaments. Il existe un nombre important de processus différents si l'on prend en considération l'implication avant même la séance dépistage et analyse. Si le produit est a un problème de qualité, on devrait pouvoir résoudre le problème à ce niveau-là avant même de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, pour ce qui est de la surveillance, comment pouvons-nous évaluer certains des problèmes identifiés au niveau de réactions négatives aux médicaments? Quelles sont les mesures qui peuvent aisément être mises en place? L'intervention humaine est souvent négligée. Donc, en utilisant les 2, le travail du régulateur s'en trouvera simplifié. Donc, si certaines des interventions peuvent aider à renforcer le travail du régulateur, cela permettra de lancer des médicaments de meilleure qualité. Et lorsque l'on trouve un produit que l'on soupçonne d'être inférieur aux normes, l'intelligence artificielle peut vous soumettre des informations pour vous dire qu'il y a un problème, ce qui peut être l'indication d'un problème plus vaste à un autre niveau. Donc la surveillance est très importante et même la surveillance après marché peut bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, on va commencer à utiliser l'intelligence artificielle sans s'en remettre complètement à l'intelligence artificielle. Charles, Scumbuzo, aimeriez-vous répondre sur ce point également ou dois-je passer à à la question suivante? Très rapidement, je dirais que l'intelligence artificielle a un potentiel considérable pour faciliter notre développement sur le continent avec des instances qui se concentrent sur la mise en place de mécanismes pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des efforts en cours, beaucoup de discussions qui se poursuivent. Nous allons, au cours des 2 semaines à venir, beaucoup nous rencontrer avec une séance spéciale sur ces mécanismes et j'encourage tous ceux qui assisteront à la réunion de consultation Cobra seront là. Et ceux qui nous aident en coulisses, pourriez-vous nous faire part de ce lien dans la fenêtre de dialogue? Il s'agit de l'infrastructure à l'appui de tout ce qui est nécessaire pour la réglementation des marchés et la surveillance post-marché. Traite des problèmes d'électricité qui restent insuffisants dans un grand nombre de pays, notamment le Nigeria. Quelles sont les méthodes novatrices qui sont développées pour garantir la protection des substances sensibles à la température comme l'oxytocine? Donc, en tant que fabricant, pourriez-vous nous parler, Shkumbozo, et puis Charles et Edouard, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de la perspective nationale? Du point de vue fabrication, même lorsque l'on a des services d'utilité publique qui sont fiables, dans le contexte africain, il y a
encore des difficultés au niveau de l'approvisionnement en électricité, des générateurs. Il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie éolienne, mais un certain nombre de ces produits font l'objet de coupures de courant fort longues, ce qui est quelque chose de très coûteux. Donc ça, c'est la première partie. Je crois que les chaînes d'approvisionnement se sont améliorées très nettement sur le continent. Les compétences sont de plus en plus pointues dans tout un tas de domaines. Et avec les bons partenaires, avec les bonnes ressources, c'est essentiel, cela nous permettra de progresser. Et nous pourrons ainsi intégrer de nouvelles technologies qui soient plus adaptées aux conditions. Donc, il y a des options multiples qui s'offrent à nous et nous les examinons et déterminons les plus adéquates. Et puis, nous continuons à encourager les gouvernements, les ministères de l'industrie pour que l'on veille à ce que les industries critiques reçoivent les ressources nécessaires pour notamment la fourniture d'électricité pour une production sans heurts. Edward ou Charles, voudriez-vous répondre sur ce point, l'un, l'autre, les deux? Pas vraiment, dit Edward, mais étant donné ce qui a été dit, on a envisagé le solaire et les questions de réglementation de température. C'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Donc, il faut investir dans l'innovation. Ça, c'est une autre discussion pour une autre réunion. Peut-être créer des produits qui ne sont pas aussi sensibles aux fluctuations de température. Charles, une dernière réponse avant que je ne close la partie sur la pharmacosurveillance? Le développement des infrastructures sur le continent est, à n'en pas douter, un élément qui a besoin de beaucoup d'efforts. Et il faut des programmes de développement des infrastructures en Afrique plus robustes, dont le programme PITA, qui veut nous permettre d'avoir des capacités plus stables. C'est en cours d'élaboration, cependant, et malheureusement, nous sommes bien loin de notre objectif, mais nous devrions y arriver, surtout au niveau de l'électricité. Oui, j'ai l'impression que même alors que vous êtes là dans un écosystème, vous prêtez attention à ce qui se passe au-delà de la fabrication, au-delà du secteur des médicaments pour nous assurer que l'industrie arrive à nous permettre d'atteindre nos objectifs. Une dernière question. Comment veillons-nous à ce que la pharmacovigilance soit institutionnalisée dans les pays pour garantir la visibilité de la qualité des produits ou médicaments de santé maternelle et néonatale une fois qu'ils sont lancés dans le pipeline? Merci de cette belle question. Au niveau du continent, nous essayons de voir comment renforcer les capacités dans le pays. C'est la responsabilité du comité sur la pharmacosurveillance qui est responsable d'élaborer des normes, des lignes directrices qui soient applicables à tous les pays pour garantir de la mise en œuvre de bons contrôles de qualité pour la pharmacosurveillance du marché sur l'ensemble du continent. Par ailleurs, les projets sont aussi l'un des éléments qui doivent être surveillés au niveau de la pharmacosurveillance de la qualité dans son ensemble. Il y a un certain nombre de pays où l'on a déjà fait des progrès, mais nous savons qu'il faut continuer à intensifier ces efforts. Je vous remercie. Merci. Quelque chose d'extrêmement clair. Eh bien, membres du panel, notre séminaire touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de votre participation. Peut-être très rapidement un tour de table
ou voulez-vous imposer une pression immédiate pour garantir la qualité des produits de santé maternelle et néonatale? Très rapidement, en quelques mots, il faut renforcer les réglementations, le régulateur. Avoir des normes standards pour la fabrication, c'est essentiel. S'il n'y a pas un régulateur robuste, ça ne peut pas marcher. Oui, absolument. C'est exactement cela. Merci, Scombuzo. Renforcer la production locale. C'est beaucoup plus facile pour le régulateur d'inspecter les usines de production et de fabrication dans le pays. Cela veut dire qu'il faut promouvoir les partenariats entre régulateurs et fabricants, se concentrer sur les relations entre les deux, protéger la santé publique. Et nous avons besoin de renforcer pour ce faire la production au niveau local des produits pharmaceutiques. Merci. Donc, il faut assumer la responsabilité au niveau du fabricant. Charles, je crois que mes collègues ont tout dit. Donc, je vais simplement dire que nous avons développé des efforts d'initiative pour l'amélioration des compétences du régulateur. Il faut donc mobiliser les ressources pour encourager la fabrication locale par le biais de différents mécanismes dont la mobilisation des ressources internes. Je vous remercie. Vous nous ramenez au début du webinaire. La boucle est bouclée. Lester a souligné que nous avons une responsabilité collective pour garantir la qualité des produits de santé maternelle et néonatale, mais les autres produits également, mais nous nous concentrons aujourd'hui sur ceux-ci et l'importance de la collaboration entre le régulateur, le fabricant et l'investissement de ressources de tous ceux qui sont à même d'en fournir. Et puis, il y a une boucle de rétro-information à 360 degrés dans les lignes directrices qui sont fournies par l'assistance technique ou le régulateur par le biais des différents organismes de législation modèle et d'autres exemples qui sont donnés. La qualité dépend de la sécurité, l'efficacité, la confiance et de combler toutes les échappatoires qui existent afin d'avoir des normes de fabrication qui soient plus harmonisées et plus efficaces. La poursuite de ces progrès est notre responsabilité conjointe, notre ambition commune. Ce deuxième webinaire, ceux qui suivront, continueront à contribuer à la fermeture de cette fragmentation, l'élimination de cette fragmentation pour le plus grand bénéfice de toutes les mamans et des nouveau-nés. Merci, merci à nos panélistes, à nos orateurs, à nos hôtes de Concept Foundation, à vous, notre public, plus de 200 personnes. La réunion suivante se concentrera sur la passation des marchés. Nous verrons comment simplifier et responsabiliser les procédures de passation des marchés. Nous vous y donnons rendez-vous et vous souhaitons une excellente fin de journée.